Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi et de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Media Portis-Guérin avec Jacques Hubert aujourd'hui à la technique et réalisé, préparé par Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger, Geneviève Méric, Claire Delnat, Marine Boistet, Adèle Van Rett. J'en perds mes mots. Adèle qui recevra Éric Marty tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour vous parler du divin Marquis. Suite pour nous, ce mardi, d'une semaine sur Rimbaud dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Rimbaud, le carolopolitain dont les exhalaisons méphytiques et les coliques du cœur ont aussi leur poussière. Rimbaud, l'unique excuse de l'adolescence dont des anges en exil, des marginaux bohèmes, hirsutes et scatoliques sont les compagnons de la libération. Après Jean-Luc Steinmetz, venu hier vous parler de sa vie avant que Pierre Brunel n'embarque demain sur le bateau ivre, c'est aujourd'hui Bernard Tessèdre qui revient pour vous notamment sur l'histoire de Rimbaud et Verlaine. Bernard Tessèdre à qui l'on doit notamment Arthur Rimbaud et le foutoir Zutique aux éditions Léo Cher. On dit qu'ils s'entretuèrent de la sorte parce que leurs caractères étaient idéalement opposés comme le sont le soleil et la lune, parce que l'un avait l'éclat du jour, la fougue du jour, la force et les bottes de 7 lieues, quand l'autre aspirait à scintiller à peine, apparaître entre des branches, se coucher, fuir, parce que l'un fomentait la poésie moderne, quand l'autre se contentait de la vieillerie. Ces caractères sont trop contrastés pour n'être pas factices. Nous les avons retouchés sur nos bureaux de poètes. Est-ce que ce n'est pas suffisant de savoir que je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne auparavant et que je t'aimerai toujours? Tais-toi, espèce d'ivrogne pleurnichard. Dis-moi que tu m'aimes. Au nom du ciel. Je t'en prie. Je t'en prie, c'est important pour moi. Allez, dis-le. Je t'apprécie beaucoup, tu le sais. Est-ce que tu m'aimes? Quoi? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Alors mets tes mains sur la table. Comment? Mets ta main sur la table. Paume vers le haut. Bonjour Bernard Tessèdre. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. On parle de Rimbaud et Verlaine avec vous aujourd'hui et de l'album Zutique. On va en parler tout à l'heure. D'abord, que vaut la Vulgate sur Rimbaud et Verlaine? L'idée reçue qui présente l'un comme un adolescent pervers et fougueux et l'autre comme un ivrogne lâche, mauvais mari et surtout esclave de son amour. Que vaut cette idée reçue sur Rimbaud et Verlaine? À vrai dire, elle a une part de vérité qui ne se confond pas tout à fait avec l'extrait du film que j'ai entendu tout à l'heure. Non, effectivement, oui. Il ne faut pas oublier que Verlaine est né en 1844, plus précisément même le 30 mars, c'est-à-dire que c'est demain son anniversaire, et qu'il a donc plus de 10 ans de plus que Rimbaud, qui lui est né le 20 octobre 1854. Au moment où ils se sont rencontrés, Verlaine avait déjà 27 ans. C'était un poète connu. Il avait publié 3 recueils de vers, les poèmes saturniens, les fêtes galantes et la bonne chanson, alors que Rimbaud, lui, n'était qu'un adolescent. Il n'avait même pas tout à fait 17 ans. C'était une sorte de collégien qui avait quitté son collège sans même passer son bac. Il ne faut pas perdre de vue cette différence d'âge. Elle explique notamment la façon dont ils se sont rencontrés. C'est-à-dire, alors ils se sont rencontrés, il faut dire à l'initiative de qui et dans quelles circonstances, Bernard Tessèdre? Oui, je vais essayer. D'abord, par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire d'un personnage tout à fait truculent, rabelaisien, ventripotent, Charles-Auguste Bretagne.
comme il bouffait du curé, on l'avait surnommé le prêtre ou le martyr. Il s'était lié d'amitié avec Verlaine, qui passait des vacances à Fampoux, près d'Arras. Et lui-même, Bretagne, était là un petit fonctionnaire des contributions. Quand il a été muté à Charleville, il payait volontiers des bocs de bière au café de l'Univers à un jeune homme tantôt très discret et tantôt au contraire très bavard, n'est-ce pas, qui était Arthur Rimbaud. Ce Rimbaud avait essayé déjà 2 fois de partir à Paris pour fuir sa mère, n'est-ce pas, la bouche d'ombre, et fuir aussi l'obligation où sa mère le mettait de trouver un emploi salarié, n'est-ce pas, puisqu'il ne voulait pas passer son bac. Il avait essayé 2 fois et chaque fois, il avait échoué de manière lamentable. Il s'est décidé la 3e fois d'y aller grâce à l'appui de Bretagne. En effet, il a écrit à plusieurs poètes, il voulait du moins le faire. Il s'est arrêté apparemment sur Verlaine, justement parce que Bretagne le connaissait bien et il lui a promis de joindre un petit mot de recommandation. Et le résultat, c'est que donc Rimbaud et Verlaine se sont rencontrés. Vous avez bien perdu de ne pas assister au dîner des affreux bonshommes. Là fut exhibé, sous les auspices de Verlaine, son inventeur, et de moi, son Jean-Baptiste sur la rive gauche, un effrayant poète de moins de 18 ans qui a nom Arthur Rimbaud. Grande main, grands pieds, figure absolument enfantine, et qui pourrait convenir à un enfant de 13 ans aux yeux bleus profonds, caractère plus sauvage que timide, tel est ce môme dont l'imagination pleine de puissance et de corruptions inouïes a fasciné et terrifié nos amis. Je ne puis vous raconter la biographie de notre poète, sachez seulement qu'il arrive de Charleville avec la ferme intention de ne jamais revoir son pays ni sa famille. Arrivez, vous verrez de ses vers et vous jugerez. À moins de la pierre sur la tête que le destin nous tient souvent en réserve, c'est un génie qui se lève. Ceci est l'expression froide d'un jugement pour lequel j'ai déjà eu 3 semaines et non 1 minute d'engouement. Ça, c'est un texte de Léon Valade qui décrit l'apparition, le surgissement, le jaillissement de Rimbaud. Il faut bien prendre la mesure du cataclysme que constitue l'irruption, plus que l'arrivée, ou l'éruption peut-être, de Rimbaud dans l'univers parisien qui est celui en particulier de Verlaine, Bernard Tessèdre. Oui, vous avez très bien fait de citer ce texte qui montre bien, en effet, le désarroi de ces vilains bonshommes. On appelait vilains bonshommes un petit groupe de poètes qui avaient l'habitude de se réunir, n'est-ce pas, 1 fois par mois autour d'un banquet qui était d'ailleurs très modeste du point de vue des repas, parce qu'ils payaient seulement pas 3 francs par repas et ils exigeaient bien des choses, mais ça fournissait l'occasion au dessert d'écouter la lecture de textes poétiques. Et quand Rimbaud, qui était arrivé à Paris depuis seulement une 15aine de jours, parce que la soirée dont vous parlez a eu lieu, n'est-ce pas, le 30 septembre 1871. Quand il est donc arrivé à Paris, n'est-ce pas, et a été présenté à ces personnages beaucoup plus âgés que lui, notamment le président de la séance, grosso modo, c'était Théodore de Banville, le poète déjà très très célèbre, et il a fait sensation parce que on trouvait qu'il avait l'air tellement enfant et qu'il disait des choses tellement adultes, tellement mûres. On l'avait même surnommé... C'est le propre du diable, hein, ça. Justement, on l'avait surnommé, c'est le diable devant les docteurs. Et en l'occurrence, Rimbaud lit Le bateau ivre. Oui, nous n'en avons pas la certitude, c'est aucun document écrit ne le prouve. Cependant, c'est extrêmement vraisemblable parce que son copain de La Haye, qui est son copain de Charleville, n'est-ce pas, raconte que pour préparer son départ, il lui avait lu
le bateau ivre en disant « Voilà ce que je vais leur dire ». Et apparemment, Rimbaud était très intimidé. Ce sont des gens bien formidables. C'est le grand monde de la littérature, etc. Et moi qui suis si malhabile, si maladroit, qu'est-ce que je vais faire là-bas? En réalité, Rimbaud était très sûr de l'emporter quand même. Alors Rimbaud et Verlaine vont vivre une histoire d'amour célébrissime, assez magnifique, jusque dans ces tragédies. Une histoire d'amour dont on va parcourir peut-être quelques épisodes au gré de cette discussion avec vous, Bernard Tessèdre. C'est une histoire également d'amour poétique. Leurs mots font l'amour. Et il y a notamment des épisodes ou des exemples de poésie. On pourra d'ailleurs comparer leurs travaux respectifs, voire s'intéresser à des textes qu'ils ont écrits à 4 mains. C'est notamment le cas d'un texte qu'on va entendre bientôt, car il faut rappeler que parallèlement à l'introduction de Rimbaud dans le cercle des vilains bonshommes, Verlaine l'a également introduit dans le cercle des utistes, fondé par Charles Cros en 1871, où on retrouve des personnages comme Ernest Cabaner, l'apocalyptique musicien, André Gide, Léon Valade, dont j'ai lu un texte tout à l'heure, et le cercle zutiste et l'esprit zutique débouchera sur l'album zutique dont on va entendre tout de suite, lu par Jérôme Kircher, le texte paradigmatique, le texte par excellence, appelé l'Idole, autrement appelé Sonnet du trou du cul. Obscur et froncé, comme un œillet violet, il respire. Humblement tapi parmi la mousse, humide encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments, pareils à des larmes de lait, ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse, pour s'aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse, mon âme du coït matériel jalouse en fit son larmier, fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pâmée et la flûte câline, c'est le tube où descend la céleste praline, Canaan féminin dans les moiteurs enclos. Bernard Tessèdre, il y a tant de choses à dire sur ce sonnet, sur cette poétique de l'obscène, le fait que le trou du cul vaut ici par métonymie pour l'obscène en général, qu'il en est à la fois l'objet et en un sens aussi le rédacteur. Mais avant cela, un point très important, c'est que dans ce sonnet, les 2 quatrains sont l'œuvre de Verlaine, les 2 tercets sont l'œuvre de Rimbaud, ce qui nous permet de prendre la mesure des différences et des ressemblances entre ces 2 génies. Bernard Tessèdre. C'est très difficile de répondre à votre question, si c'est une question. Il me semble qu'il faudrait d'abord un petit peu peut-être présenter ce qu'est l'album zutique. Et d'où vient le nom de Zutique, d'ailleurs? Oui, d'où vient le nom de Zutique? Eh bien, l'album Zutique, c'est une sorte de carnet de bord où un groupe de poètes, auquel s'étaient joints quelques peintres et musiciens, Cabaner comme musicien, et les peintres, surtout André Gide, le caricaturiste, et puis le bizarre Penouté, n'est-ce pas? Ils s'étaient rencontrés en se réservant la liberté d'écrire tout ce qui leur passerait par la tête, même et surtout si ça devait offusquer les bourgeois. Le premier groupe, le seul qui nous intéresse ici, est celui auquel a participé Rimbaud. Il s'est réuni à partir de la mi-octobre 1871. Il avait pour caractère d'être très fortement politisé, dans le sens de la gauche républicaine et même pro-communarde. Les plus actifs, outre Verlaine et Rimbaud, ont été les 3 frères Cros, Léon Valade, Camille Pelletan. Un second groupe est venu s'ajouter plus tard, mais peut-être n'en parlerons-nous pas. Il vaut mieux se réserver, peut-être, comme vous le souhaitez. Enfin, il me semble qu'il vaut mieux ne pas se concentrer sur le groupe auquel ont participé Rimbaud et Verlaine. Et à cet égard-là, il sera très intéressant, justement, de comparer la manière dont ils utilisent l'obscénité. D'abord, pourquoi l'utilisent-ils et comment l'utilisent-ils? Précisément, il y a dans la partie verlainienne, c'est étonnant d'ailleurs, une comparaison qui en quelque sorte se court-circuite
cuite. Il y a d'autres textes de Rimbaud sur l'anus, qui se terminent notamment par l'anus. Vénus Anadyomène, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Cette hideuse beauté de la Vénus Anadyomène renvoie aussi à une démarche poétique, à une ambition poétique qui est celle de Rimbaud. Chez Verlaine, en l'occurrence, l'anus est obscur et froncé comme un anus. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, le cercle est clos dès le début du poème. Bernard Tessèdre. Le cercle est clos et même il a la forme d'un O. Car le premier vers, remarquez-le, n'est pas, comprend une série de mots qui débutent par O. Obscur et froncé comme un œillet violet. Oui. Et je vous rappelle, n'est-ce pas, que le dernier vers du sonnet des voyelles est lui aussi consacré à un O. Il n'est pas question de l'œillet, mais il est question des yeux. Oui, le rayon violet de ses yeux. Et il est violet, vous avez raison. Il est violet et les yeux remplacent l'œillet. Alors, lequel des deux poèmes a été écrit avant l'autre, je n'en sais rien, mais je suis persuadé que ce sont des jumeaux. Le sonnet des voyelles et le sonnet du trou du cul. Ah, c'est merveilleux. Et de là l'idée du troisième œil, tout simplement. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Mais oui, je pense, en effet. Et dans ce sonnet où il y a donc de la parodie, de l'obscénité, faut-il y voir aussi de l'homosexualité? Alors certains disent c'est un sonnet qui prend le parti de la représentation exclusive de l'homosexualité masculine. Mais au nom de quoi? Que je sache, le trou du cul n'est pas l'apanage de l'homosexuel, en l'occurrence. Donc, au nom de quoi faudrait-il y voir? Est-ce que ça n'est pas une lecture rétrospective, au fond, qui consiste à voir dans ce sonnet uniquement l'étendard, au fond, de l'homosexualité masculine, Bernard Tessèdre? Non, je crois que très sérieusement, n'est-ce pas, on ne peut Tout voir... ça est très sérieux depuis le début. On est très sérieux. Je m'en doute. Oui. Mais cela ne peut ne pas se rapporter qu'à l'homosexualité masculine. D'autre part, si vous voulez, tout à l'heure, je me permettrai de vous lire un texte, n'est pas, de Verlaine, qui montre tout à fait, n'est pas, l'esprit de son homosexualité masculine, n'est pas. Et dans ce cas-ci, c'est prouvé tout simplement par le dictionnaire érotique de Delvaux. Puisque le mot œillet, n'est pas, n'intervient pas à sa notice au sens propre, mais à propos d'une autre notice qui est consacrée à la boutonnière. Et il nous est expliqué, n'est-ce pas, que la boutonnière se rapporte à l'anus des femmes et l'œillet à l'anus des hommes. N'est-ce pas? Par conséquent, vous avez bien l'indication que c'est de l'homosexualité masculine. Et est-ce qu'on peut faire le fait que ce sonnet qu'on appelle Idole, par ailleurs, le vrai titre de ce sonnet, c'est Idole, le sous-titre renseigne sur l'objet dont il parle, qui par ailleurs, si nous n'avions pas le renseignement en question, justement, en un sens, disparaîtrait sous la beauté des images et des métaphores employées à le décrire. Est-ce que ce sonnet fonctionne comme la figure emblématique du cercle zutiste, dont il faut rappeler quand même, ou cercle zutique, dont il faut rappeler quand même qu'il s'appelle zutique parce que c'est une autre façon de dire merdique. Tout à fait. Bernard Tessèdre. Non, tout à fait. Le mot zutique était plus employé qu'on ne croit, je pense. En réalité, zut remonte déjà à Balzac, à César Birotteau, 1837, n'est-ce pas? Cependant, il fallait du culot pour le choisir comme titre d'un groupe poétique. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, Antoine Cros et son frère Charles. Je dis Antoine parce que c'est lui qui a fait les beaux dessins, n'est-ce pas, en particulier le frontispice pataphysique ou hyper surréaliste, n'est-ce pas, de l'album Zutique. Charles Cros revendique l'autorité sur le groupe dans le sonnet inaugural, et Antoine dit oui, ce groupe s'appelle bien, n'est-ce pas, Zutiste. Pour ce qui est de l'Idole, le titre a été choisi parce que c'est celui d'un recueil de poèmes, n'est-ce pas, d'Albert Merat, et qui est justement mis en boîte, n'est-ce pas, par Verlaine et Rimbaud. Comme François Coppée. Tout à fait, comme François Coppée. Et d'ailleurs, lui qui était un zutiste apparemment, n'est-ce pas, de la première heure, puisqu'il fit son nom est le premier qui est cité dans le sonnet inaugural,
disparaît complètement du cahier, ne revient plus après, j'imagine, qu'il s'est fâché. Vous savez, c'est un personnage extrêmement susceptible. C'est lui qui avait refusé d'être représenté par Fantin-Latour sur le tableau célèbre où on voit Verlaine et Rimbaud. Lui, au contraire, n'a pas voulu être à côté d'eux et par conséquent, il s'est fait remplacer par un pot de fleurs. Je crois qu'il a manqué une belle occasion de passer à la postérité parce qu'on se souviendrait davantage de son portrait, ne pas, que de ses poèmes. Que de ses poèmes. Alors venons-en au texte de Verlaine que vous vouliez nous lire, qui lui est sans ambiguïté, Bernard Tessel. Le voilà. Il a été écrit pour Rimbaud en mai 1872. Je ne le lis pas tout entier, je fais un peu des coupures, mais en tout cas, il me semble qu'il ne laisse aucune ambiguïté sur les rapports qu'il y avait entre les deux poètes, rapports qui ont été contestés, pas Paul Claudel en avait tellement douté, etc. Voici ce texte. Je suis élu, je suis damné. Quel ange dur ainsi me bourre entre les épaules tandis que je m'envole au paradis. C'est le bon disciple. Eh oui, c'est le bon disciple. Frère adorablement maligne, bon délire, Benoît et froid, je suis martyr et je suis roi, faucon je plane et je meurs cygne. Remarquez au passage le jeu de mots très subtil sur le faucon, n'est-ce pas, qui prouve bien de quoi il s'agit. Et voilà la fin. Vers toi je rampe encore indigne, monte sur mes reins et trépigne. Et trépigne. Et c'est effectivement, alors là pour le coup, incontestablement un sonnet plus qu'obscène au fond. Hein. On est dans toute l'évidence. Alors il y a entre Rimbaud et Verlaine bien des mauvais procédés, comme souvent d'ailleurs dans les histoires d'amour. En l'occurrence, bien des mauvais procédés, mais également un échange de bons procédés, une fécondation réciproque, une fécondation poétique réciproque. On va entendre, tiens, tout de suite, puisqu'on est dans ces textes-là, lus toujours par Jérôme Kircher, la fin de Birds in the Night de Verlaine. Verlaine est un poète de génie. Et voici la version que Verlaine propose justement du bateau ivre dont on va parler bientôt. Écoutez. Par instant, je suis le pauvre navire qui court dématé parmi la tempête et ne voyant pas Notre-Dame luire pour l'engouffrement en priant s'apprête. Par instant, je meurs, la mort du pécheur qui se sait damné s'il n'est confessé et perdant l'espoir de nul confesseur se tord dans l'enfer qu'il a devancé. Oh, mais par instant, j'ai l'extase rouge du premier chrétien sous la dent rapace, qui rit à Jésus, témoin, sans que bouge un poil de sa chair, un air de sa face. Alors, ce qui est étonnant tout de même, Bernard Tessel, c'est que Verlaine, totalement soumis à Rimbaud, totalement épris de Rimbaud, dont Rimbaud fait sa chose en un sens, poétiquement, lui reste malgré tout assez étranger au fond. Verlaine ne reprend pas à son compte, alors peut-être est-ce par pusillanimité, il paraît qu'il était lâche, mais ne reprend pas à son compte la lettre du voyant, le projet d'un long et raisonné dérèglement de tous les sens. Verlaine, volontairement ou non, ne suit pas celui qu'il appelle son époux infernal. La poétique de Verlaine préserve une sorte de voix spirituelle, une expression, un chant. Verlaine est captif de sa propre rêverie et il donne le sentiment au fond d'une forme d'autonomie poétique. Malgré tout, Verlaine, d'ailleurs, à cet égard, est un génie à part entière, qui ne doit pas toute la lumière de ses textes à Rimbaud. L'influence de Rimbaud, c'est comme si l'influence de Rimbaud s'était malgré tout arrêtée au seuil de sa poésie. Que dites-vous de cela, Bernard Tessel ? Je dirais deux choses. L'une, c'est que, à coup sûr, Verlaine est un poète par lui-même et qui n'a pas eu besoin d'attendre Rimbaud avant de se distinguer comme poète, c'est sûr. Mais je dirais d'autre part, pas que l'image que vous donnez de lui est un peu trop, si vous voulez, olympienne. L'amant soumis, mais le poète souverain. Oui, en réalité, quand vous dites, n'est-ce pas, qu'il n'a pas entrepris le dérèglement de tous les sens, c'est quand même lui, apparemment, ainsi que les frères Cros, qui ont amené Rimbaud à fumer du hashish. Il y a dans l'album Zutique une image tout à fait amusante dans laquelle on voit une caricature de Mérat qui dit « Il ne faut pas que Verlaine fume du hash ».
Et d'autre part, la fumerie de hache est peut-être bien en relation justement avec le bateau, avec le sonnet des voyelles, puisque quand son ami de La Haye est venu le voir, n'est pas, dans le cercle zutique, il a trouvé Rimbaud couché, avachi plutôt sur une sorte de divan et à moitié inconscient, n'est pas, et il venait de prendre du hache. Verlaine lui a demandé, alors ça a bien marché, grosso modo, et il a répondu, pas du tout, j'ai vu seulement en noir et blanc, enfin des sortes de ronds qui se succédaient les uns aux autres, ce qui montre que Rimbaud peut-être bien espérer ne pas trouver un stimulant pour son invention poétique colorée, n'est pas, dans le H. Donc, si c'est Verlaine qui a poussé Rimbaud à fumer du H, je répète, Verlaine et peut-être davantage encore les frères Cros. Si ce sont eux, en tout cas, on peut dire que Verlaine n'a pas été simplement docile. Mais Verlaine faisait bien pire que de fumer du hache. Verlaine était alcoolique, ce qui est quand même autrement plus mauvais pour la santé, Bernard Tessèdre. Ça, il est certain qu'il était alcoolique, et même ça se voit dans l'album Zutique. C'est-à-dire, à quel moment il y a à plusieurs reprises, il y a des interventions. Il y en a une, par exemple, à l'intérieur des conneries. Rimbaud avait préparé, n'est pas, un ensemble, un triptyque de conneries qui devait faire d'un truc à 3 colonnes, etc. Bon, et d'un trait rageur, Verlaine, qui était à peu près sous à ce moment-là, sans doute, n'est pas, a barré au-dessous, a dit à renvoyer, et il a remplacé, n'est pas, la place, l'endroit où aurait dû être la troisième connerie par des blagues tout à fait, tout à fait, je ne sais pas comment les définir, enfin, on pourrait presque dire bête, n'est-ce pas, du genre, à propos de Proudhon, la propreté c'est le viol, des gens comme ça. C'est assez drôle ça, la propreté c'est le viol. On va entendre tout de suite, tiens, justement, les conneries, c'est Jérôme Kercher qui les lit, écoutez. Conneries 1, jeune goinfre, casquette de moire, quéquette d'ivoire, toilette très noir, Paul guette l'armoire, projette languette sur poire, s'apprête baguette et foire. 2. Paris. Al Godillot, Gambier, Galopot, Wolf Pleyel, Au Robinet, Meunier, Au Christ, Le Perdriel, Kink, Jacob, Bombonnel, Veuillot, Tropman, Augier, Gilles, Mendes, Manuel, Guido Gonin, Panier, Desgrasses, Lérissé, Cirages onctueux, Pain vieux, spiritueux, Aveugle, puis qui sait, Sergent de ville, Anguien, chez soi, soyons chrétiens. 3. Cocher ivre, Poicre, bois, nacre, voix, acre, loi, fiacre, choix, femme, tombe, lombe, saigne, clame, gêne. On dit que cet amour gagna leurs âmes et tourna mal, comme généralement quand il gagne l'âme. On dit aussi que, jouant sur tous les tableaux et de tous les rôles, celui de l'amant, du compère, du poète, ils affolèrent l'épouse, la vraie, celle de Verlaine, des 1000 roueries que l'absinthe dicte, car ils étaient farceurs. Ils appuyèrent à fond sur la chanterelle du destin poétique, celle en somme sur quoi Baudelaire avait tant appuyé qu'elle s'était coincée sur le fameux crénon. On pense que des deux, Rimbaud appuyait plus fort, et l'épouse avait pour elle la vieille chanterelle d'Ève, qui ne l'entend pas de cette oreille, si bien que les dégueulades orphiques à 4 pattes et à 4 heures du matin dans l'escalier conjugal s'attirèrent la vieille sanction conjugale, et la petite épouse montra la porte. Ne pars pas, réfléchis. C'est tout réfléchi. Sais-tu quel jour on est demain? Vendredi. C'est mon anniversaire de mariage. Et je n'ai pas revu ma femme depuis que nous avons fait l'amour ici, à Bruxelles, il y a bientôt 1 an. Elle ne répond plus à mes lettres. Sais-tu que je lui ai écrit la semaine dernière que si elle n'était pas dans 3 jours à Bruxelles, j'allais me suicider et qu'elle n'a même pas répondu?
Ah, pourtant tu t'es pas suicidé? Je suppose que tu trouves ça drôle. Non, c'est pitoyable. Dis-moi, combien de gens as-tu écrit que tu allais te suicider? Hein? Je m'étonne que tu n'aies pas encore envoyé d'invitation. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Sans cœur? Sans cœur? Tu m'abandonnes à Londres, ensuite tu me fais revenir à Bruxelles où tu veux que je traîne? En attendant que tu décides si oui ou non tu vas quitter ta femme, t'engager dans l'armée ou encore te suicider. Et comme tu n'as pas le courage d'aller une fois jusqu'au bout, comme c'était prévisible, tu voudrais que je retourne à Londres avec toi? Eh bien certainement pas, c'est fini, je te quitte. Tu peux pas. Tu peux pas. Bernard Tessèdre, on est ici en présence d'un épisode tout à fait important, célébrissime. C'est le coup de revolver. L'épisode est raconté ici par Agnieszka Holland dans le film Rimbaud-Verlaine, avec notamment Leonardo DiCaprio d'ailleurs dans le rôle de Verlot. Quel bon lapsus. De Rimbaud. L'épisode du revolver, au terme duquel Verlaine a été condamné à faire de la prison. Bernard Tessèdre. Oui. J'avoue que je n'aime pas beaucoup cette restitution. La reconstitution, qui me paraît tout à fait d'une imagination à la fois débordante et plate. C'est-à-dire je n'aime pas du tout cette reconstitution, mais le fait est vrai, et il a été décrit beaucoup mieux, me semble-t-il, par Antoine Blondin, quand il a dit que ce coup de pistolet de Bruxelles claque dans l'histoire comme l'un des plus fameux baisers que deux amants se soient donnés. Cet épisode est bien connu, il date du 10 juillet 1873. Il est donc tout à fait postérieur à l'époque où Verlaine et Rimbaud ont collaboré ensemble à l'album Zutik. Et postérieur également au premier voyage qu'ils ont fait. Et bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, je peux récapituler brièvement la chronologie. Janvier 1872, donc juste après l'album Zutik, Verlaine, qui vient de toucher un petit héritage de sa tante de Palliseul, installe Rimbaud et son copain, le peintre en herbe Louis Forain, dans une chambre mansarde de la rue Campagne-Première. En mars 72, Verlaine, pour obéir à sa jeune femme Mathilde, n'est-ce pas, qui menaçait de lui intenter un procès, réexpédie Rimbaud comme un ballot encombrant à Charleville. Et Rimbaud l'a d'ailleurs très mal pris. Début mai, Rimbaud revient à Paris en cachette de Mathilde. Et Verlaine loue pour lui une chambrette rue Monsieur-le-Prince, puis à l'hôtel de Cluny. 7 juillet, Verlaine et Rimbaud partent ensemble secrètement pour la Belgique. 8 septembre, ils débarquent à Londres. 10 juillet, c'est l'épisode que nous venons de voir, n'est-ce pas? De retour à Bruxelles, le fameux coup de pistolet. Puis, un long silence. Personne ne sait plus très bien ce qu'est devenu Rimbaud. Et en 1883, Verlaine publie Les poètes maudits. Voilà, grosso modo, l'historique de leur relation. Et Verlaine sera, après le départ et la mort de Rimbaud, le turiféraire de Rimbaud, hein, il faut aussi le dire, c'est-à-dire en un sens le gardien d'un temple et l'artisan d'une légende qui lui échappe, façon pour lui d'ailleurs peut-être d'organiser post-mortem ce qui dans le temps de la vie lui avait échappé. Il y a par exemple un épisode très intéressant, c'est l'épisode du train dans lequel Rimbaud, pendant le voyage en train, arrive dans le train où Verlaine ne savait pas qu'il se trouvait et convainc Verlaine non pas de revenir avec sa femme mais de partir avec lui. Rimbaud donne toujours le sentiment de manipuler Verlaine et quand bien même Rimbaud se plaindrait du départ de Verlaine ou le supplierait de ne pas le quitter, ce qui est arrivé dans une lettre qu'on va notamment entendre maintenant, ce qui est notamment arrivé dans une lettre qu'on va entendre maintenant, même quand Rimbaud se conduit de cette manière-là, le soupçon pèse aussi
sur Rimbaud, au fond, un soupçon de vénalité. En réalité, Rimbaud n'avait pas d'argent et il avait aussi besoin de Verlaine pour vivre, ce qui jette malgré tout, sans vouloir ternir les belles choses, jette malgré tout une ombre, là aussi, sur la lettre, par exemple, qu'on va entendre tout de suite. Écoutez. Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'ai été maussade avec toi, c'est une plaisanterie, où je me suis entêté. Je m'en repens, plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que t'aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens, sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu, tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Je t'en supplie, c'est ton bien d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans cette discussion. L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire ? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te trouver où tu es ? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, j'étais toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble ? Sois courageux, réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi, toute la vie. Bernard Tessèdre, si l'on fait comme la postérité le veut de Verlaine, la Vierge folle, et de Rimbaud, l'époux infernal, dans ce couple, le rapport de force semble toujours favorable à Rimbaud, mais il peut sembler aussi, après tout, Verlaine est celui des deux qui a de l'argent, Verlaine est celui des deux qui est marié, s'il essaie même un jour quasiment de tuer sa femme, voire même son enfant. Verlaine est celui des deux qui a une situation, Verlaine est celui des deux qui va survivre. Enfin, il n'y a pas de tyran sans esclave. Verlaine est celui des deux qui se soumet librement à la tutelle de Rimbaud. Quelle utilisation Verlaine, au fond, fait-il de Rimbaud ? Quel profit Verlaine trouve-t-il dans sa relation à Rimbaud ? C'est une question bien difficile. Il me paraît vrai que Verlaine a fait montre de soumission envers Rimbaud. Et la lettre même que vous avez lue, vous fait lire, me semble être un exemple de ces petits garçonnades dont il s'accusait lui-même et que Rimbaud lui reprochait. Tout à l'heure, vous avez fait lire le trio des conneries. Dans la première, n'est-ce pas, Jeune Goinfre, remarquez que le personnage s'appelle Paul, comme Paul Verlaine. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il apprête sa quéquette et il foire. À mon avis, Rimbaud dit tout simplement à Verlaine, pour se moquer de lui, qu'il fait fiasco. Par conséquent, leur relation était beaucoup moins, si vous voulez, idyllique qu'on ne pourrait croire. Ça renvoie d'ailleurs à des lettres de Verlaine où il dit « Je suis ta vieille grosse truie, ta chatte toujours ouverte oui, », des lettres sans limite. Ce n'est pas du tout le côté qui m'attire le plus, n'est pas chez Rimbaud et chez Verlaine. Mais ce mélange, en revanche, d'extrême poésie et d'extrême crudité, c'est quand voilà. On est là en présence d'un objet poétique tout à fait singulier. C'est en voilà. Cela qu'on travaille dessus. C'est pourquoi il me semble qu'il serait bon, si vous me permettez, n'est-ce pas, de réfléchir un peu ce que peut signifier l'obscénité des poèmes de Rimbaud et de Verlaine dans l'album Zutik. Il me semble que c'est un des caractères les plus frappants, pas de cet album, et que l'obscénité y joue plusieurs fonctions très distinctes. La plus simple, c'est que, tout simplement, Rimbaud et Verlaine s'amusent. Ils rigolent avec des copains, c'est l'aspect jubilatoire du sexe. Cependant, du côté de Rimbaud, il ne faut pas oublier qu'il est un adolescent. Il a tout juste 17 ans. C'est un ado qui a été révolté par la répression sexuelle qu'il a subie à Charleville, dans ce collège qui était aussi un séminaire, et à la maison, de la part d'une mère dévote. Il a subi les vitupérations
des grandes personnes bien pensantes contre la masturbation, ce qu'on appelait alors la pollution de soi, qu'on accusait de rendre aveugle, sourd, épileptique, de vouer à la folie et à une mort prématurée, etc. L'obscénité, c'est donc pour Rimbaud, et aussi pour Verlaine, pour d'autres raisons, parce que lui, c'était constamment vu soupçonné d'être homosexuel, il le faisait en cachette, il partait quand il allait à Fampou, pas dans le bordel d'Arras, pour essayer de se satisfaire, etc., etc. Il vivait avec une femme, n'est-ce pas, qui était toute jeune, qui était Mathilde, qui avait 16 ans, n'est-ce pas, quand il l'a connue. Il y a des rapports de police rétrospectivement hilarants, d'ailleurs, sur les turpitudes de Verlaine, où le préfet Patineau, c'est son nom, je n'invente rien, mène son enquête sur Verlaine, sur ses mauvaises manières, sur ses consommations d'alcool, sur ses mœurs. Oh, oui, ça je m'en doute bien, n'est-ce pas? Il y en a aussi de tout à fait étonnantes sur Rimbaud lui-même, n'est-ce pas, au moment où il était à Londres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'obscénité, il faut que nous prenions conscience de ça, c'est qu'elle a vraiment plusieurs significations très distinctes. C'est de manière très importante un outil de subversion politique. Rimbaud et Verlaine considèrent l'Église comme le soutien du parti de l'ordre moral. Les chefs du parti catholique, comme Monseigneur Dupanloup, l'évêque qui a suscité la fameuse chanson du père Dupanloup, le pamphlétaire Louis Veuillot, sont ennemis de la République naissante. Ils voudraient rétablir la monarchie. Ils prêchent la soumission des femmes à l'autorité du mari. Ils mènent campagne, ça c'est très important pour l'époque, c'est l'un des débats centraux. Ils mènent campagne pour empêcher qu'il y ait un enseignement gratuit, obligatoire et laïque. Eh bien, Verlaine et Rimbaud combattent cette alliance entre les prétendues valeurs chrétiennes et le parti réactionnaire qui a mis l'Internationale hors la loi et qui pourchasse les anciens communards. Parce que n'oublions pas que Verlaine a été lui aussi un communard, n'est-ce pas? Il n'a pas pris des armes. Mais enfin, ça cadre mal avec l'idée qu'on se fait de son caractère. Hein. Non. Il était d'une lâcheté proverbiale, il faut le dire. Lâcheté, c'est un grand mot. En réalité, ce n'était pas du tout lâche ce qu'il a fait pendant la Commune. C'est vrai qu'il n'a pas pris les armes, mais il était employé à l'hôtel de ville. Et c'est lui qui était chargé d'une sorte de bureau de censure, ce n'était pas du tout une sinécure. Hein. Il était chargé de lire la presse pour trouver les journaux qui étaient pour ou contre les communards. Et quand quand la Commune a été vaincue, n'est-ce pas, il a été obligé de s'enfuir parce qu'il craignait d'être dénoncé, n'est-ce pas, pour le rôle qu'il avait joué effectivement pendant la Commune. Donc c'est vrai qu'il avait été un petit peu lâche parce qu'il n'avait pas pris des armes, mais en tout cas, il s'était vraiment mouillé. Mais revenons donc à cet instrument de subversion dont ils se servent, c'est-à-dire la question de l'obscénité. C'est une façon pour eux finalement de ruer dans les brancards. Ça n'est pas seulement une plaisanterie, ou alors c'est une plaisanterie en son sens le plus subversif. Tout à fait. C'est un geste politique. L'album Zutik est un geste politique. Ah, j'en suis convaincu. Il faut dire que... Oui, allez-y. Non, il faut dire que beaucoup d'éléments se mêlent à la fois. C'est bien pour ça que j'ai voulu écrire un livre sur ce sujet. Et vous l'appelez le foutoir Zutik, d'ailleurs, ce qu'il faut entendre à tous égards comme, effectivement, foutoir au sens de foutre et foutoir au sens d'un bordel Zutik. Exactement. Ce qui est très important, c'est que ces poèmes qui ont été très longtemps sous-estimés, d'abord parce qu'ils sont apparus beaucoup plus tard que les autres, ils n'ont été connus qu'à partir de 1962, n'est-ce pas? Ces poèmes qui ont été très longtemps sous-estimés, n'est-ce pas, aujourd'hui encore restent suspects parce qu'on trouve, n'est-ce pas, que c'est des blagues. Il faut se rendre compte de la fonction politique qu'avait la blague. D'un côté, n'est-ce pas, tirer les oreilles des bourgeois, les offusquer. C'était une entreprise tout à fait politique. N'oublions pas que c'est ce mois même d'octobre dans lequel Rimbaud et Verlaine ont écrit leur premier poème Zutik, dans lequel la France a failli tomber sous la monarchie,
car si le futur Charles V n'avait pas refusé de renoncer au drapeau blanc, il y avait une unité, une majorité à l'Assemblée qui aurait rétabli la royauté. Par conséquent, c'était le moment aussi d'ailleurs où une lettre pastorale du cardinal Dupanloup, attaquait violemment le projet de l'Assemblée de rendre l'enseignement obligatoire, gratuit et surtout laïque. Donc c'est une époque de grande bagarre. N'oublions pas cela. Et c'est dans cette bagarre que l'album Zutik a été écrit. Il avait donc deux fonctions tout à fait différentes. D'un côté, il servait d'une sorte de défouloir pour des poètes qui trouvaient là le moyen d'écrire ce qu'ils n'auraient pas pu publier du tout, et que même ils n'auraient pas osé montrer au dehors. Ils étaient entre eux, de cette manière, ils faisaient leur petite cuisine ensemble. Mais en même temps aussi, ils attaquaient très très violemment les valeurs reçues. L'Église, dans sa coalition avec le parti monarchiste et, grosso modo, avec tous les réactionnaires. 10h50 sur France Culture. On quitte le terrain de Rimbaud et Verlaine. On reste peut-être dans l'obscène. On va voir ça avec Adèle Van Rett tout de suite dans le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. L'image contemporaine que l'on se fait du marquis de Sade est celle d'un homme à la réputation sulfureuse dont les écrits seraient moralement pervers et philosophiquement douteux. Mais au XIXe siècle, Sade fut mis de côté, voire littéralement oublié. Alors à tout prendre, faut-il préférer une réputation mouvante, peut-être infidèle et réductrice, ou bien une indifférence sans appel? Et si le siècle précédent a vu le marquis tomber dans l'oubli, pourquoi le XXe siècle, lui, a-t-il pris Sade au sérieux? Bonjour Éric Marty. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur de littérature contemporaine, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un sur Roland Barthes, dont vous étiez venu nous parler l'an dernier, et le titre de votre nouvel essai prend donc la forme de cette question. Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux? Et on trouve ce livre au Seuil, qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Alors, pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux? C'est une question qui, d'emblée, présuppose un constat, à savoir que le XXe siècle a effectivement pris Sade au sérieux. Alors, on peut commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire prendre Sade au sérieux? Est-ce que ça veut dire qu'avant, on le prenait à la légère ou à la rigolade? Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça, Éric Marty? Peut-être d'abord une réaction, en effet, contre le côté bourgeois qu'a pu avoir le XIXe siècle par rapport à Sade, qui a chez Flaubert, par exemple, c'est-à-dire le fait de rire, le gros rire du garçon flaubertien. À cela s'oppose évidemment l'extrême sérieux, de toute façon, qui caractérise les modernes, de manière générale. Ce sont des gens très sérieux, d'un sérieux particulier. C'est pas le sérieux dont se moque Sartre, de l'esprit de sérieux. C'est un sérieux très profond qui simplement radicalise toujours ses positions. On n'a pas de position moyenne, on n'a pas de position légère. On est toujours dans la prise en compte de l'incommensurable que chaque objet peut ouvrir, auquel chaque objet peut ouvrir, et Sade, évidemment, est aussitôt saisi par un certain sérieux, qui n'empêche pas d'ailleurs un humour très profond, l'humour même qui est présent dans la formulation de cette question. Par exemple, la phrase de Lacan me semble tout à fait magnifiquement formulée pour dire ce sérieux. Il dit « Ne sommes-nous pas incités à prendre plus au sérieux ce qui se présente à nous pour ne pas l'être tout à fait ?» Je crois que dans cette manière de caractériser l'espèce de grincement qui est au cœur de Sade, en effet, cette incertitude fondamentale, pour ne pas l'être tout à fait, qui est chez Sade, déclenche une position qui est un choix très profond, de prendre au sérieux ce qui en effet prendre pour ne pas l'être tout à fait, c'est-à-dire de renverser, de pousser jusqu'au bout la possibilité que ça soit sérieux et qu'il ne s'agisse pas simplement, comme pour Flaubert, quelque chose de la blague, mais comme le dit Bataille, il faut trembler, il faut surtout pas rire devant Sade, et c'est fascinant évidemment. Donc par l'expression prendre au sérieux, il faut véritablement entendre non pas seulement manifester de l'intérêt pour, mais vraiment évacuer toute dimension fantaisiste, légère, humoriste. En fait, dans sérieux, là, il faut entendre quasiment une dimension solennelle. Tout à fait, toute dimension qui pourrait tout d'un coup enlever au message sadien la possibilité qu'il a de dire le réel qui nous entoure. C'est-à-dire qu'au fond, prendre au sérieux Sade, ça veut dire, oui,
seul Sade nous parle de ce qui est réellement réel. Le reste n'est que blague, au contraire. C'est-à-dire que toute position, finalement, qui ne va pas jusqu'au bout de la possibilité que le mal, le crime, la cruauté et notre ambiance humaine, tout ce qui, au fond, diminuerait cette hypothèse, eh bien, c'est là où... c'est là la position de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disent les modernes, c'est que le seul discours réel, c'est celui du mal. Tout discours qui pose le bien est un discours d'illusion, de leurre, discours idéologique, discours de mystification. Et le seul réel qui permet justement d'éviter cette infantilisme, ces gamineries du bien, c'est précisément Sade, auquel s'ajoute chez Sade une lubricité du discours qui évidemment inspire profondément les modernes. Alors c'est très intéressant ce que vous dites et ce que vous écrivez dans votre livre, puisque là vous venez de faire le parallèle entre Sade et le réel. Prendre Sade au sérieux, c'est reconnaître qu'il est un réel en tant que tel, et donc ne pas le considérer comme un simple cas particulier, comme l'expression d'une pathologie. Et ça, vous le montrez bien à travers l'analyse de plusieurs auteurs qui ont pris Sade au sérieux, pour ne citer que Adorno, Klossowski, Bataille, Blanchot, puis ensuite Foucault, Deleuze, Lacan. Vous traversez tout le XXe siècle finalement, et surtout la seconde moitié, pour montrer ce rapport qu'ont eu ces auteurs, ces philosophes et ces écrivains au réel que représente Sade. Oui, et avec un côté générationnel. Et en effet, j'étais frappé chez Foucault, qui est peut-être celui qui est le plus conscient de la dimension générationnelle de cette prise au sérieux de Sade. Il se demande pourquoi sommes-nous si passionnés par Sade. C'est dans l'histoire de la folie, non? Voilà, il dit ça, à la suite de l'histoire de la folie. Et en effet, il se pose la question, ce qui va l'amener d'ailleurs, cette question va l'amener peut-être plus tard d'ailleurs à complètement renier cette passion sadienne et à rejeter Sade du côté précisément de l'ordre et finalement à délégitimer Sade. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoique ce soit l'histoire de tout le monde, parce que ceux qui prennent Sade au sérieux, finalement, se mettent dans une position qui est aussi intenable. Finalement, vouloir être face au réel et faire de ce réel un réel qui est sadien n'est pas tenable très longtemps. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que beaucoup, pratiquement tous, Blanchot, Foucault et les autres, à un moment reculent devant Sade. Et il est fascinant de voir, par exemple, Blanchot, dans La communauté inavouable, abjurer lui aussi, à la suite de Foucault, sa passion sadienne. On voit Lacan jouer tantôt au docte analyste qui étiquette le pervers comme celui qui rate son désir, et puis finalement se laisser fasciner par Sade et aller jusqu'au bout avec lui une certaine analyse du désir et d'autrui et du prochain, aller très loin aussi dans un fantasme apocalyptique dont Sade serait la clé. Et là, on trouve un réel qui ne touche pas seulement à l'individu, mais qui touche à l'histoire et au monde, avec cette idée d'apocalypse. Pour tout dire, je crois qu'au fond, ce réel, c'est quand même aussi fondamentalement le réel historique qui peut-être explique précisément cette prise au sérieux. Merci beaucoup, Éric Marty. Le titre de votre livre, c'est donc « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» On trouve ça aux éditions du Seuil. Et je signale, avant de passer à un autre sujet, que vous avez également édité, présenté et annoté un livre d'Isabelle Rimbaud sur son frère, donc Arthur Rimbaud. Le livre s'appelle « Rimbaud vivant » et on trouve ça aux éditions Manutius. Les références sont en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Mais il n'y a pas de hasard, puisque les Nouveaux Chemins qui ne reculent devant rien finiront bien par consacrer une semaine au divin Marquis. On parle de torture pour finir joyeusement. Oui, de l'univers l'univers sadien à la torture, mais cette fois comme moyen d'extorquer une vérité plus que comme exhausteur de plaisir. Alors comment comprendre cette constante de l'humanité qu'est la torture? Comment comprendre qu'elle persiste malgré son interdiction mondiale, n'est-ce pas parce qu'elle serait en définitive nécessaire, et ce, même à titre exceptionnel? Telles sont les questions posées par le magistrat Serge Portelli, magistrat et vice-président au tribunal de grande instance de Paris, dans son livre « Pourquoi la torture ?» qu'on trouve aux éditions Vrin. Le problème, lorsqu'on accepte la torture, même de manière exceptionnelle, lorsqu'on torture juste pour les crimes les plus graves, juste pour le terrorisme, tel Jack Bauer qui torture un seul ennemi, mais uniquement pour sauver les 300 millions d'Américains d'un désastre nucléaire, par exemple. Alors, le problème, c'est que, justement, l'histoire de la torture n'est jamais qu'une longue liste d'exceptions concédées la main sur le cœur pour le plus grand bien de l'humanité. En définitive, l'auteur se demande si la torture ne participe pas de cette vaste et permanente entreprise de démolition de l'homme, dont parle Primo Levi, une machine de guerre minutieuse et perverse tournée par l'homme contre son essence. Et dans ce cas, le combat ne peut être qu'absolu et la condamnation catégorique. Ça s'appelle « Pourquoi la torture ?» C'est pas Serge Portelli et on trouve ça aux éditions Vrin. Au moins c'est clair, Rimbaud, Verlaine, la torture et le marquis de Sade, c'était la feuille de rose du jour, une émission que vous retrouverez sur Internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous attend le téléchargement de toutes les émissions de la semaine.